Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'architecte Rudy Ricciotti, lauréat du Grand Prix national de l'architecture en 2006, la plus haute distinction française en la matière, qui récompense un architecte pour l'ensemble de son œuvre. Sa renommée et ses réalisations dépassent largement les frontières de la cité phocéenne, de Montpellier à Nouméa en passant par Alger, Séoul ou Menton. Cet entretien a été l'occasion d'évoquer son nouveau livre, L'exil de la beauté, sa passion pour la Méditerranée, sa vision de Marseille, les Gilets jaunes et Marc Aurèle, entre autres. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Rudy. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors pouvez-vous en quelques mots, sans dire où nous sommes, décrire ce que l'on voit d'ici, pour que celles et ceux qui nous écoutent imaginent un petit peu de ce bel endroit proche de la Méditerranée. Mais on voit l'essentiel, c'est-à-dire l'horizon métaphysique de la Méditerranée, orienté vers une castagne solaire totale et une lumière éblouissante, surtout aujourd'hui avec ce vent qui est un mélange de Mistral et de vent du Sud. D'ailleurs, ça s'appelle le Mistral noir. C'est un vent très rare aujourd'hui. D'accord, je savais pas. Vous connaissiez ça, pas le du Mistral tout. noir? Non. Voilà, vous découvrez. Et il a quoi de différent avec le Mistral? Il a de différent qu'il a une orientation sud-ouest. D'accord. Et un ciel couvert, voilà. D'accord. Alors Rudy, vous avez la Méditerranée au cœur. Né à Kouba, en Algérie, il y a une petite parenthèse en Camargue où vous passez votre enfance et puis vous revenez à Marseille pour étudier l'architecture. Depuis, vous n'avez plus quitté la Méditerranée. Quel rôle joue-t-elle dans vos créations? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Écoutez, c'est une source d'imprudence, parce que la Méditerranée est une mer de fous, entourée de cinglés, une déchirure qui ne cicatrisera jamais. Voilà, la Méditerranée, c'est ça aussi. Vous savez, il faut cesser d'imaginer la Méditerranée comme une verticalité religieuse, une mythologie permanente. Elle l'est dans sa perspective historique. Dans les faits, la Méditerranée est une anxiété, une masse d'énergie obscure, extrêmement inquiétante, qui génère de la paranoïa, qui génère aussi de la folie. Toujours. C'est ça la Méditerranée. Ce n'est pas une mer de tous les repos. Je sais pas si envie de dire, c'est une mer antique, parce qu'elle appartient à son histoire. Ça laisse la place à une grande liberté quand même. Je ne sais pas si ça laisse la place à une grande liberté, je crois que ça laisse surtout la place à des obligations, à de nombreuses obligations, hein, celle de tirer dans le tas, de vider le chargeur et de balancer le flingue dans la mer ensuite. Cette anxiété dont vous parlez, là, vous parlez un peu de vous. Vous la soignez comment? Je la soigne en essayant d'aborder l'anxiété de face, en essayant de la regarder dans les yeux, en me posant la question de quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle? Alors là, je navigue à vue en vous disant ça. Mais elle parle de questions irrésolues. La Méditerranée, c'est une psychanalyse gratuite, permanente. On ne peut pas impunément la regarder sans en prendre plein le cœur. C'est une Méditerranée anxiogène, mais c'est aussi une Méditerranée interrogatrice, hein, et qui questionne et qui n'appelle pas de réponse. Ça fait longtemps que je l'observe, ça fait longtemps que j'essaie de la traquer, ou c'est elle qui me traque, au point maintenant où j'en ai peur. Elle façonne des paysages, elle façonne des situations, elle façonne des entretiens obscurs avec celui qui la regarde. Vous savez, la Méditerranée me fait penser à cette phrase de Montesquieu, à force de courir l'exception, l'on court le ridicule.
La Méditerranée renvoie au ridicule. Renvoie au ridicule celui qui essaye de la comprendre. Il n'y a rien à comprendre dans la Méditerranée. C'est une masse de folie pure. Vous savez, comme l'énergie noire au fin fond de la galaxie. Il y a un peu de ça, voilà. Alors vous le savez, le fil rouge de Cité Radieuse, c'est Marseille. Alors je vais vous demander, si je vous dis Marseille, quel mot vous vient immédiatement à l'esprit? La culture populaire. Le génie de Marseille, c'est sa culture populaire, pas sa culture bourgeoise. Sa culture populaire qui refuse le politiquement correct. Là, le génie politique de Marseille, le refus du politiquement correct, le refus de la facilité. Et également, ce génie, on pourrait lui reprocher une vulgarité, mais je pense immédiatement qu'à Marseille, la vulgarité est une transcendance de la générosité. Et que cette vulgarité que l'on nous reproche à nous, les sudistes, un mot qu'il fallait bien lâcher, n'est en fait qu'une empathie, inquiète une fois encore, face à ce destin que nous n'avons pas choisi. Jusqu'au point de se dire qu'être méditerranéen, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une chance. C'est une difficulté existentielle. Franchement, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais préféré naître viking, faire 2,10 m de hauteur, peser 120 kg, et je pourrais vous tirer par les cheveux avec ma main droite par terre, et dans la main gauche une matraque, vous voyez. Ah ouais, ça vous plaît ça? Mais c'est l'homme que je ne serai jamais. Voilà. Moi qui pensais que vous rêviez d'être corse et juif, ça me plaît plus quand même. Dans l'esprit. Ça, oui, bien sûr, j'aurais aimé être corse et juif, ça c'est une vérité. Ben, je me replie sur un rêve plus accessible que celui d'être viking. C'est ça, vous lui ressemblez plus. Alors, il y a eu une parenthèse en Camargue, votre enfance. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être dans les terres pendant toutes ces années? La Camargue, j'y ai affronté les moustiques, les tamaris, le sable, le mistral, la brûlure du soleil l'été. J'y ai affronté aussi la solitude, extrême solitude. Quand j'étais en Camargue, j'avais 10 ans et je vivais entre un étang, l'étang du Gloria, il s'appelait à l'époque, il a été asséché depuis, l'étang du Gloria et un canal. Et je passais mon enfance là, à pêcher le matin dans le canal et l'après-midi à ramasser des clovis, des crabes, voilà, derrière. Alors évidemment, ça fabrique un silence, ça fabrique une insularité, ça fabrique même de l'autisme. Je me souviens passer des heures à ramasser des crabes, je savais où ils étaient exactement, j'allais droit direct, à tel endroit il y en avait, je remplissais le seau, je revenais. Je crois que j'ai jamais mangé autant de crabes de ma vie, je les mangeais vivants, je les mangeais bouillis, je les mangeais au riz, en soupe. Enfin, ma mère cuisinait très bien tout ça, mais je vous assure, je les mangeais même crus, vivants. Moi-même, je les déboîtais, je les mettais contre mes dents, contre ma bouche, contre mes lèvres, j'en aspirais le sucre. Et je crois que ce rapport au sel a un taux de salinité très élevé, ce qui est le phénomène de tous les étangs en bord de mer. Ça m'a donné une énergie et ça m'a donné aussi peut-être un ralentisseur du vieillissement. Je ne sais pas comment il faut le dire. Ah, c'est ça le secret. Oui, j'ai l'impression, oui, parce que c'est vrai, j'ai quand même 67 ans. Hein, et je suis en très bonne santé, mais ça n'intéresse pas vos auditeurs. Si, mais si. Si c'est ça le secret, il y en a plein qui vont foncer en Camargue manger du crabe. Oui, bien sûr. Oui. Alors le soleil brûle la peau, mais le sel protège. Et surtout, il protège l'esprit, le cœur. Je crois beaucoup aux vertus du sel. D'ailleurs, on sait que le sel conserve. Mais il nous conserve aussi vivants. Voilà. Donc voilà ce que m'a apporté la Camargue. Et puis aussi l'idée d'un effacement devant ce destin fragile de la nature. C'est-à-dire, je voyais les champs d'anganes, les roubines, des mots qui sont très caractéristiques de la géographie camarguaise. Qui me paraissait très ingrat. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ingratitude dans ces paysages. Et je regardais parfois d'autres paysages sur des revues, même pas à la télé, parce qu'on n'avait pas à la télé, je crois, mais des fois je regardais, je voyais de l'herbe, je voyais des vaches, je voyais des pommiers. Je me dis, mais pourquoi j'habite pas dans des endroits comme ça?
le premier paysage qui m'a marqué quand je dois avoir 10 ans, c'était l'Isère. L'Isère. Ouais. Et c'était vallonné. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de collines en Camargue? Il y avait juste la plage Napoléon à Porcello-du-Rhône, à l'époque où on ne pouvait pas y aller en voiture. Il y avait des dunes de sable, c'était magnifique. On pouvait courir sur les dunes de sable comme dans le Sahara, hein, c'était incroyable. Mais c'était loin pour y aller, hein. Il fallait aller en vélo ou en mobilette. C'était pas un cadeau. Il fallait avoir envie, quoi. Et alors, cette idée de nature omniprésente, mais en même temps obsessionnelle, m'a obligé à trouver un refuge ailleurs. Et je l'ai trouvé dans le port. Je me souviens, il y avait des cargos, lorsque j'étais un peu plus grand, plus adolescent. On se baignait dans le port, entre les cargos. Et puis là, on se baignait en jean. Il était hors de question, lorsqu'on avait 15 ans, 16 ans, de se mettre en maillot de bain. On essayait d'éviter le sens du ridicule. Hors de question de se baigner. On se baignait en jean, torse nu, pas de slip, hein, rien du tout, hein, pieds nus. On enlevait les bottes camarguaises l'été, on se balançait dans le port en jean et après on séchait comme ça. De temps en temps, on sortait de l'eau avec une tache de mazout sur la gueule, mais bon, ça nous faisait rigoler, c'est pas grave. Nous étions des hommes. C'est ça. Voilà. Ouais. Et cette idée de l'affrontement à la culture portuaire, au paysage portuaire, était devenue l'alternative à l'idéalité de la nature, qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus. Monter sur une grue, alors que c'était interdit, mais tout le monde s'en foutait à l'époque, il n'y avait aucune police portuaire. Monter sur une grue, plonger dans le port, on était devenus plus urbains. Soudainement, nous étions des hommes et plus des enfants. Et je garde un souvenir très ému de ça. On était très très fiers. Alors évidemment, il y avait 2-3 personnes qui passaient, 1 ou 2 malheureux touristes qui traînaient, ils nous voyaient sauter dans le port à partir des grues. Oh, c'était pas très haut, hein, c'était peut-être 7-8 mètres de hauteur. Mais ça avait de la gueule. Alors, c'est pendant ces années d'adolescence et tout ça en Camargue, à quel moment vous avez su que vous aviez envie de devenir architecte? Non, mais je dis immédiatement, je me suis trompé de métier. J'ai décidé d'être architecte, mais parce que je pensais que c'était un métier de plein air, véridique. Je n'avais pas envisagé ce métier comme un métier de bureaucrate ou de planqué, vous voyez. Je ne l'avais jamais envisagé comme ça, donc je me suis trompé. Maintenant, j'y suis, j'y reste. Mais à dire la vérité, si j'avais pu faire un autre métier, j'aurais aimé être militaire. Ah oui, pourquoi? Parce que j'aime bien le sens des responsabilités des militaires, j'aime bien leur dignité. Ils incarnent aussi l'universalisme républicain. Ils ont beaucoup de noblesse. J'ai de nombreux amis très très chers. Un commandant de la Légion étrangère, un autre qui est pilote de chasse, un autre que j'ai perdu de vue qui était dans un sous-marin. Je me suis toujours très très bien entendu, les militaires. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'élégance, beaucoup plus que les cultureux, beaucoup plus de classe. Et surtout, assez paradoxalement, j'ai noté que les officiers de l'armée française sont des gens très cultivés. Ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, comme ça au quotidien, dans les milieux des professions libérales, par exemple. Vous savez, j'ai lu un texte dans un journal qui disait que 65% des Français ne font pas confiance à la justice, mais 65% des Français font confiance à la défense nationale. C'est beau. Je comprends, ouais, c'est beau. C'est très beau. Et aujourd'hui, qui incarne l'héroïsme romantique ? Qui incarne ? Vous croyez que c'est les cultureux, mais vous plaisantez. Arnaud Beltrame, par exemple. Ben oui, le colonel Beltrame, je l'ai cité un jour dans une émission pour Léa Salamé, mais elle a censuré ce passage. Je disais que lorsque le lieutenant-colonel Beltrame sacrifie sa vie pour une femme inconnue, c'est lui qui incarne ce qu'il y a de plus noble et de plus romantique dans l'universalisme républicain. Évidemment. Et lorsque des jeunes légionnaires se font sauter sur une mine au Mali pour le SMIC, lorsqu'ils ont une vingtaine d'années, ça me tire les larmes aux yeux. Et encore récemment, lorsqu'on a vu les 2 commandos Hubert à Toulon aller morts pour les libérer des otages dans un territoire où ils n'avaient pas à mettre les pieds, on se dit, mais quelle esthétique grandiose du renoncement, de l'abandon, du don de soi-même. Ce ne sont pas les 2 touristes qui vont faire leur voyage de noces dans un endroit interdit qui l'incarne. Vous comprenez bien ça. Bien sûr. Mais bien le sacrifice de ces 2 officiers.
On est d'accord sur ça. Complètement. Et vous savez, je me plais à le répéter régulièrement, et à dire toute l'admiration que j'ai pour la défense nationale. Et quand je le dis, presque je le pense comme à l'époque où les dadaïstes ou les futuristes en Italie célébraient la force, la puissance de la dimension militaire. Ils essaient d'en révéler la caractéristique esthétique. Je crois qu'il y a à nouveau un territoire de réinvention, de récit autour de ça. Parce qu'après tout, ils sont peut-être les derniers à défendre nos libertés, nos croyances, et également les valeurs de notre société. Vous savez, moi je suis très heureux d'être un occidental, je suis très heureux d'être en France, je suis très patriote, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays, et je crache pas dans la soupe. Et c'est souvent malheureusement les cultureux qui le font, ce type d'exercice maladroit. Voilà. Alors impossible de citer toutes vos réalisations, on va se focaliser sur celle de Marseille, des villas de particuliers, la gare maritime, la résidence Argot et évidemment le Mucem. Donc c'est une réalisation, une figure incontournable de Marseille, avec l'architecte Roland Carta qui lui était en charge de la réhabilitation du Fort Saint-Jean. Oui. Je lui ai posé 2-3 questions, j'ai dit allez dis-moi en 2 mots Rudy Ricciotti. Il m'a dit vous allez me dire si ça vous va. C'est quelqu'un d'intelligent, cultivé, solide, aimant les femmes et la gastronomie. Est-ce que ça vous va bien, cette définition ? Écoutez, si c'est Roland Carta qui le dit. Alors, aimant les femmes ou aimant la femme comme statut, c'est marrant parce que j'ai fait une interview dans une revue. Qu'est-ce que c'est ? Une revue italienne ou Le Monde. Ah non, c'est le journal Le Monde. Ils m'ont interviewé parce qu'ils font un reportage l'été sur des créateurs. Où passent-ils leurs vacances ? Comment sont-ils ? Alors, il m'a resservi, évidemment. Paraît-il que vous aimez les femmes. Et j'ai dit, écoutez, j'idéalise la société étrusque dans laquelle les femmes avaient tous les pouvoirs et avaient davantage de pouvoir que les hommes. Voilà. Et n'y voyez aucune démagogie. Je pense qu'il n'y a plus que les femmes qui les portent, virgule, les couilles, point d'exclamation. Face à ce fondement, ce nouveau fondement de la société française, force est de constater qu'il convient d'admirer là où est le pouvoir, là où est la sensibilité, là où est le courage. C'est donc les femmes qui l'incarnent. Vous savez, ce n'est pas qu'une question de désir, c'est une question d'admiration. Voilà. C'est très beau. Et c'est dans l'air du temps, c'est parfait. Alors le Mucem, figure incontournable de Marseille, une réalisation que je trouve personnellement pleine de douceur et de tendresse. Est-ce qu'on peut caractériser votre architecture comme ça ? Ça vous va ? Laura Delair a dit que j'étais féminin et que j'avais le diable en moi. Vous l'avez écouté cette émission, nom de Laura Delair. Et alors, oui, je lui dis oui, bien sûr, je suis très féminin. Je suis très féminin sans aucune culpabilité d'ailleurs, sans aucune difficulté. Je me sens plutôt valorisé de porter les stigmates d'une certaine féminité qu'on retrouve dans mon travail, c'est-à-dire un récit, une narration sensible à l'artefact. Qu'est-ce qu'on lui fait dire ? Et tous mes projets portent cette narration et ce récit, cette complexité dont on peut, par simplification, dire qu'il est de nature féminine. Voilà. Mais le Mucem, vous savez, c'est un très vieux projet qui date de 2002. Oui, qui a mis énormément de temps à sortir. Ah oui, non, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il a 17 ans, Ouais. mais il n'a pas vieilli. La narration architecturale, l'écriture de ce projet n'a pas bougé du tout. Et c'est ça qui est très important. Et surtout, le Mucem a rappelé aux Français que Marseille, un peu considéré comme Quasimodo, avait quand même ce sourire tendre, peut-être un peu triste, mais un sourire tout de même. Et vous savez, le Mucem, depuis son ouverture en mai 2013, on va bientôt atteindre les 10 millions de visiteurs. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais, 10 millions de visiteurs. La Chambre de commerce a estimé que le budget dépensé par un visiteur en moyenne était de 90 €, puisqu'on a un tiers nationaux, un tiers régionaux, un tiers internationaux parmi les visiteurs. Donc vous imaginez 10 millions de visiteurs à 90 € à 110 millions, 10 millions, 100 millions, ça fait entre 900 millions d'euros et presque 1 milliard d'euros dépensés dans la microéconomie marseillaise grâce au Mucem.
Donc c'est quand même formidable. Cette microéconomie, c'est l'économie du partage. Ça concerne autant le taxi que le bus, que le café, que le restaurant, que l'hôtel, etc., etc. Et ça, c'est formidable. Et là, j'estime avoir fait mon travail, qui est de faire en sorte que l'argent public serve à redistribuer aussi une richesse, et pas à capitaliser sur un pouvoir fermé. Voilà. Sur un pouvoir fermé, je ne fais pas de détails, mais on peut imaginer des investissements publics qui rapportent absolument rien, hein, d'accord ? Il y en a plein. On en a plein, notamment dans les budgets fonctionnement, on le sait, hein, dans les collectivités territoriales, on voit bien qu'il y a des pans entiers d'inaction, alors que dans d'autres collectivités territoriales, il y a beaucoup d'actions. On peut dire dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, où là-dessus je suis très républicain. Mais dans d'autres domaines de la vie des collectivités territoriales, il nous faut interroger l'inertie permanente. Voilà. En tout cas, Paris gagné avec le MUSEM. On parlait des femmes en architecture. Je vais parler de votre projet récent avec Amélia Tavella. Donc ça s'est passé en Corse. Vous avez remporté le concours pour la réalisation du futur conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique à Ajaccio. Alors elle dit de cette collaboration que vous avez fusionné vos pensées, que ce huis clos était précieux. Et elle dit aussi que c'est la confirmation pour elle qu'il faut se jeter à corps perdu dans l'acte de construire avec le même abandon que celui de l'acte amoureux. Vous validez ? Écoutez, on n'a pas fait l'amour. Hein. Ah, je sais pas, parce qu'il a été question de soirée au Cap d'Agde, mais bon, après, ça c'était le joke. Non, mais ça, c'était de l'humour, mais vous savez, Amélia Tavella est très jeune, et donc je pense qu'elle était très anxieuse de travailler avec moi. La peur de se faire dévorer par le dragon. Et je n'ai eu de cesse que de la mettre en situation de quiétude, de tranquillité. Je lui dis, Amélia, sois tranquille. Cool. Je commence à dessiner. Je dis, tu sais, moi, je sais tout faire. Et je peux tout faire. Rien ne me résiste dans mon métier. Donc elle a commencé à esquisser un plan, et puis que j'ai validé, réorienté, etc. Et puis après aussi, j'ai un peu dessiné la verticalité, voilà, de cet ouvrage, c'est-à-dire la mise en pouvoir, c'est quand même important. Comment on s'adapte à la pente, et puis aussi comment on fait parler l'économie avec un grand E de ce projet afin de le rendre crédible, voilà. Et non, il n'y a pas de lutte. Ce n'est pas possible d'être dans le conflit, le combat. Mais d'abord avec une collègue architecte femme, mais même avec un collègue architecte tout court. Lorsque j'ai travaillé sur le MUSEM avec Roland Carta, Roland m'a entouré de beaucoup de tendresse. Évidemment, il voulait que je dise, que je fasse, que j'écrive ce projet. Il n'a eu de cesse que de me rassurer lorsque je le questionnais, de me protéger. Alors qu'il est peut-être plus jeune que moi, il s'est comporté comme un grand frère. On a dit, il faut protéger Ricciotti. Je trouvais ça un peu, oui, il faut protéger Ricciotti, ou alors davantage sauver le soldat Ryan, vous savez, c'est-à-dire sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire essentiellement avoir des mesures prendre des mesures de protection à l'égard de mon travail. Alors, je suis pas fragile, faut pas déconner, car même. Non, Je suis pas un être vous fragile. étiez solide d'ailleurs. Voilà, il a dit que j'étais très, très solide, mais j'aime bien travailler dans la tendresse. C'est beau que vous parliez de tendresse, que ce soit avec des collaborateurs ou des confrères femmes ou hommes, dans ce secteur qui est quand même hyper concurrentiel. Mais la tendresse, parce que je suis quelqu'un de très violent aussi en même temps. J'ai un rapport à la pensée extrêmement violente. Quand je suis dans une configuration de projet, je suis en posture de combat, et même de guerre idéologique, vous voyez. Et j'ai besoin d'être entouré de partenaires qui me calment. En ce moment, là, aujourd'hui, on rend un concours, là, donc c'est fini, pour le musée national de Rabat, au Maroc. Je peux vous dire que je suis contre la planète entière, des Américains, des Hollandais, des Japonais, enfin, toutes les armadas de la planète. On est une dizaine. Il ne s'agit pas seulement pour moi d'un projet architectural, il s'agit pour moi d'une guerre idéologique. C'est-à-dire
pas la peine de tourner autour du pot, je suis l'altermonde par rapport à celui de la globalisation, de l'impérialisme anglo-saxon. On connaît mon point de vue là-dessus. Très tôt, j'ai pris des positions là-dessus, favorables à la question de l'identité, comme si c'était suspect l'identité. On nous a laissé croire que l'identité est un truc d'extrême droite. Non, l'identité est une nécessité. Aujourd'hui, on en paye le prix. L'effacement de l'identité par le biais de divers voyages universitaires avec Derrida, etc., qui ont laissé entendre que l'identité c'est suspecte, a fini par révolter les peuples. En tout cas, moi, j'ai pris la voie du combat sur ces valeurs très tôt. Vous le savez, très très tôt, depuis peut-être 30 ans comme architecte. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que j'arrive maintenant à ouvrir de nouveaux sentiers de réflexion, avec à la clé quand même, ce n'est pas une crispation identitaire, avec à la clé un certain nombre de bénéfices économique, technologique, c'est-à-dire comment arriver à réinventer un récit constructif avec des technologies de proximité sans avoir recours à des produits importés de Chine ou de Turquie. Vous le savez, j'essaie de travailler avec des ressources territorialisées les plus courtes possibles. Et là, on est dans des vrais enjeux environnementalistes, c'est-à-dire l'idée de ressources de proximité. Lorsque je fais le MUSEM, les matériaux sont essentiellement produits dans un rayon de 30 km. Lorsque je fais le Stade Jean-Bouin à Paris, c'est pareil. Lorsque je fais Chanel à Paris, c'est essentiellement des matériaux français. À part que là, sur Chanel à Paris, ce qui est formidable, c'est que je suis arrivé à faire travailler une entreprise de Marignane pour les colonnes. Ça, je suis très fier de ça. Voilà. Vous pouvez. Ils ont pris quand même un marché important, je crois, de presque 10 millions d'euros pour la partie des ouvrages verticaux extérieurs. Mais bon, je suis très content de ça. Et donc, comme j'envisage mon métier comme une clé de redistribution des richesses, c'est aussi, par voie de conséquence, une manière aussi, à nouveau, de solidifier le savoir-faire des artisans avec qui je travaille, des entrepreneurs avec qui je travaille, afin qu'ils consolident leur mémoire technologique. Voilà. Comme au 19e. Voilà, je suis un architecte réactionnaire, réactif à la modernité, c'est-à-dire porteur des valises du 19e siècle. Voilà. Donc du coup, évidemment, Rabat, ça a du sens. Ah ben, écoutez, on croise les doigts. Attendez, c'est le projet sublime. Pour faire ce projet, on réactive une carrière d'onyx à Ouarzazate qui est fermée. Magnifique. On fait un ruban de 200 mètres de longueur sur 20 et quelques mètres de hauteur, en pierre d'onyx très très fin, de 1 cm d'épaisseur, collé contre du verre. C'est translucide comme des lunettes de soleil. C'est comme un voile, un déshabillé d'un seul coup. 200 mètres, vous imaginez, ceux qui descendent dans la pente. C'est un érotisme. Oh là 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 là. Rien que vous en parlez comme ça, on sent tout de suite voilà. Là où vous avez voulu aller. Ouais. On a hâte de voir. Ce projet, on peut le voir sur votre site ? Si celles et ceux qui nous écoutent ont envie de s'en donner une idée non, il n'est pas sur mon site encore. Non, mais je le mettrai sur le site dès que ça sera jugé, je pense d'ici un mois maximum. Alors on va revenir au livre, parce que vous écrivez beaucoup. Après, l'architecture est un sport de combat. Vous avez sorti L'exil de la beauté, donc dans lequel vous livrez une dénonciation de la tyrannie du bon goût au profit d'une beauté non conforme. Alors pourquoi avoir voulu écrire sur la beauté, enfin surtout sur l'exil de la beauté pour le coup ? Alors vous me l'avez dit tout à l'heure, effectivement, je produis beaucoup de livres, je dois être à une quinzaine d'ouvrages. En fait, je sors 3 livres là d'un seul coup. Un, c'est L'exil de la beauté, édité chez Textuel. Le deuxième, c'est Je te resserre un pastis, édité chez Loeb. Et le troisième, c'est Première ligne chez Cassis Belli. Alors, L'exil de la beauté, je n'ai pas l'idiotie de définir ce qu'est la beauté. Mais j'ai la prétention de savoir ce qu'est la laideur. Voilà. Et je crois que la laideur, il n'est pas nécessaire pour chacun d'entre nous de la voir au quotidien, tous les jours, sur sa table, avec la publicité sur le pot de yaourt ou le paquet de beurre, ou dans la rue avec les ronds-points, ou dans les banlieues des cités, des villes, avec les zones de supermarchés, de bâtiments en tôle, ou dans les paysages massacrés, oui, par des lotissements, il faut bien dire les choses, quoi. Mais également la laideur dans la pensée, hein, c'est-à-dire, par exemple, comment le politiquement correct a envahi des volumes colossaux de l'imaginaire collectif, notamment dans la création, notamment dans l'écriture, notamment dans l'art contemporain.
C'est-à-dire des lieux communs. Des lieux communs. C'est beau d'entendre le vent. J'espère qu'on entendra le vent. J'espère qu'on l'entend un peu, oui. Attendez, on entendra Parce que là, d'un coup, ça souffle, c'est très beau. C'est à voir et à entendre. Beau. Donc là, Rudy Ricciotti tient son micro tendu vers le vent. Ça fait France Culture, vous savez, quand ils enregistraient le bruit de la rue. C'est ça, c'est ça. Ben ici, on n'est pas dans la névrose de la culture urbaine, on est dans la pataphysique de ce Mistral noir en bord de mer. Je préfère. Alors, c'est pas que je dénonce, je fais l'inventaire avec quand même une certaine ironie, parce que j'ai l'air un peu triste en disant ça, mais on rit beaucoup dans mes livres, vous savez. Oui. Attendez, c'est pour ça que j'ai des très gros tirages. En un mois, l'éditeur vient de me dire qu'il en avait placé à peu près 5000, vous voyez. Bravo. C'est pas mal, un mois. Donc, mais je le fais avec une culture critique, un mode pamphlétaire, et avec pour objet de se fendre la gueule quand même. Voilà, on rit beaucoup. Après, on peut détailler certains aspects du livre. Par exemple, où je dénonce le politiquement correct. Ça, je m'acharne contre le politiquement correct en disant que le politiquement correct est devenu un criminel de notre pensée, notamment notre pensée latine. C'est un ouragan, comme avec la puissance même de ce vent qu'on entend à l'instant où nous parlons, extrêmement destructeur. C'est quand même un des méfaits qui nous vient des universités américaines. Régulièrement, l'université américaine nous invente un nouveau virus. Si ce n'est pas les végans, c'est une autre culpabilité existentielle, etc., etc. Mais, vous savez, je pense que le politiquement correct est devenu la nouvelle version de la pornographie. Ah bon ? Oui, absolument. Je veux dire, je crois que une scène dans un film X de nature sodomite réalisé par Rocco Siffredi a beaucoup plus de tendresse humaniste qu'à la couverture d'un quotidien aujourd'hui. Voyez-vous, je vois chez Rocco Siffredi une volonté politique pour foutre la merde qu'on est loin de retrouver aujourd'hui dans la couverture de la presse nationale, vous voyez. Et n'y voyez pas un éloge de la sodomie, absolument pas, mais cette remarque a pour objet juste de nous faire réaliser la violence dans laquelle le politiquement correct nous a enfermés. C'est une violence extrêmement destructrice des mémoires, ne serait-ce que des mémoires de la langue. Aujourd'hui, les mots que nous utilisons pour écrire, pour parler, mais aussi pour faire l'architecture, mais aussi pour arbitrer collectivement nos choix de société, relèvent plus de la vocifération que de la pensée. Évidemment, à la clé, cette accélération de la vocifération appelle de l'intolérance, appelle une autre violence sur laquelle il nous faut nous positionner. Pour moi, c'est clair, l'ennemi à abattre, c'est le politiquement correct. Et vous savez, le seul génie de la Méditerranée, quand je disais cette mer de fous entourée de cinglés, c'est quand même que tout autour de la Méditerranée, nous avons deux facultés de survie. La première, c'est de refuser le politiquement correct. Et la deuxième, c'est de considérer que dans le soleil, le meilleur, c'est l'ombre. Oh, alors là, c'est merveilleux. Parce que du coup, la transition, elle est toute trouvée. Je voulais vous en parler. Vous l'aviez déjà dit ça. Que le meilleur du soleil, c'est l'ombre. Et je voulais vous demander ce que vous inspirait ce vers de Paul Celan, qui est un poète d'origine roumaine, qui a été déporté à Auschwitz, et qui a dit « Qui dit vrai, dit l'ombre ». Ça revient un petit peu à ce que vous me disiez. Écoutez, finalement. C'est très bouleversant. Hein. C'est très bouleversant. C'est très bouleversant. Qui dit vrai, dit l'ombre. Oui, en même temps, ce poète roumain a vécu l'expérience la plus terrible, celle de l'internement. Et d'ailleurs, je le dis, c'est pas l'objet de notre rencontre, mais moi je suis très réactif à l'antisémitisme. Je supporte pas. Et lorsque j'entends des propos antisémites, vous savez, des propos légèrement antisémites à table, dans les dîners en ville, etc., en disant c'est un juif, ou il vient du sentier, ou oui, c'est toujours les juifs. Assez curieusement, de seul coup, je me sens juif.
Et pour peu que j'ai un coup dans le nez, j'ai un peu bu, je finis par croire que je suis juif, je finis par être persuadé que je suis juif, et je deviens dangereux, et je m'imagine être un supplétif de Tzahal. Alors, un cultureux, quand il dit ça, c'est pas acceptable. Mais moi, je vous emmerde là. Oui, je suis l'ami des juifs, je suis le frère du peuple juif. Voilà. Eh ben, nous sommes deux. Alors, l'exil de la beauté, on a dit, on ne s'engage pas à définir ce qu'est la beauté. Juste une question, est-ce que Marseille est belle? Qu'est-ce qui est beau à Marseille? Ce qui est beau à Marseille, c'est la physicalité de la ville, la violence, cette espèce de métastase permanente de la minéralité. C'est très très beau. Cette absence d'ombre, la castagne solaire, la marque très violente de ce récif urbain qui reçoit maladroitement ou de manière extrêmement complexe et voire même savante la mer. Et regardez, lorsqu'on part de l'Estac pour arriver à la baie des Singes, ce sont des paysages très différents. Ce sont des paysages très différents qui façonnent une culture portuaire, puis une culture balnéaire, puis une culture maritime, puis une culture essentiellement minérale, c'est-à-dire des paysages de nature différents. Et à la clé, des pratiques sociales très différentes. Voilà. C'est tout à fait juste, oui. Merci. Alors, il y a également le livre Je te resserre un pastis. Alors, le plus drôle, alors le titre est déjà pas mal. Ce qui m'a interpellée, c'est la suite, Dialogue avec moi-même. Comment vous avez écrit ça, déjà? Mais, un jour, Roland Cartin m'avait offert un livre qui s'appelait Penser pour moi-même de Marc Aurèle. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes pris pour Marc Aurèle. Marc Aurèle, je l'ai lu, ce livre. Je l'ai lu. C'est assez fascinant, d'ailleurs. Mais lui, c'était un philosophe, Marc Aurèle. Ça a été un des empereurs les plus prestigieux de la Rome antique. Mais moi, ce n'est pas un traité de philosophie, c'est plutôt un traité d'autisme, dans lequel, je veux dire, la proximité avec moi-même m'oblige à raconter des souvenirs. Et puis de nombreuses galéjades. Enfin, je raconte des trucs pas possibles. Mon père rentre d'Algérie avec un flingue dans la valise. Dans la famille, il y a eu de nombreux morts. Alors là, j'aborde, parce que c'est dans une collection, chez Loeb, où ils font parler un certain nombre d'intellectuels, ils font parler de la Méditerranée. Alors, mes collègues, auteurs de la même maison d'édition, se prennent très au sérieux quand même. Comme s'il y avait une gravité fondamentale ou fondatrice de la Méditerranée. Moi, je l'ai traité avec beaucoup plus de légèreté. J'aborde la question de l'identité. J'aborde aussi cette question de la névrose méditerranéenne. Cette mer de fous entourée de cinglés. J'aborde aussi la question des malentendus. Notamment lorsqu'on laisse imaginer que puisque la Méditerranée a été l'objet d'une migration transversale très très forte pendant des siècles, elle aurait généré des peuples qui seraient tous les mêmes. Moi je dis non, absolument pas. Je pense qu'il y a autant de langues que de cultures et que de diversité identitaire autour de la Méditerranée, et qu'elles sont extrêmement riches, mais que néanmoins ce qui me sépare de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le rapport aux femmes. Et il fait de nous que nous sommes définitivement différents. Voilà, nous sommes définitivement différents. Après, je pousse un peu la galéjade en disant regardez la différence qu'il y a entre du côté de la frontière espagnole, puis après l'Occitanie, et puis Marseille, et puis après le Var, puis après Nice. Mais même les accents sont différents, les attitudes sociales sont différentes, la cuisine est différente. Nous ne mangeons pas la même huile d'olive. Attendez, nous n'avons pas la même nourriture et nous n'avons pas les mêmes sourires. Il faut prêter attention à cette diversité pour se rendre compte de la richesse de la Méditerranée. Puis après, alors, si on continue du côté de l'Italie, on n'en parle même pas. Alors là, c'est encore beaucoup plus riche. C'est nécessaire pour vous d'écrire, visiblement? C'est nécessaire pour vous d'être lu? Ou il vous arrive juste d'écrire? Je n'ai pas la prétention de dire que j'écrive facilement. C'est très difficile pour moi d'écrire. C'est très laborieux. Mais je le fais assez rapidement. Et hier, j'ai fait un texte pour Olivier Monge, un photographe, pour son livre.
J'adore faire des éditos pour des livres d'art, photographe, peintre, artiste. Être lu, j'adore être lu, mais bien sûr, parce que c'est une manière de partager le rire. Et j'adore quand je reçois des mots de lecteurs ou des gens des mots qui me disent j'ai beaucoup ri. Un jour j'étais à Paris et quelqu'un dans la rue me dit j'ai lu Architecture et sport de combat. Je l'ai lu tellement j'ai ri. Je marchais dans Paris à pied. Je l'ai lu d'un seul trait en traversant Paris à pied, en me tapant les feux rouges et les passages cloutés, le trottoir, en me cognant à droite et à gauche aux autres. J'ai ri pendant 1h15. Voilà, donc je fais des livres qui se lisent en 1 heure à peu près. Mais vous avez conscience que l'architecture est un sport de combat, qui est une punchline magnifique, parle à de nombreux architectes aujourd'hui, jeunes architectes qui galèrent un peu et qui du coup... Ah bah oui, les étudiants, les jeunes confrères, bien sûr. Vous savez, l'architecture est un sport de combat, c'est un best-seller et un long-seller. Il se vend toujours. Je crois qu'on en est à plus de 13 000 exemplaires vendus, c'est un phénomène. Il est concurrencé par d'autres livres, parce qu'il y a Ricciotti en vin, ici, il y a d'autres livres. Là, je viens de parler, vous avez vu avec mon éditeur tout à l'heure, textuel. Je disais, mais ils ont vendu 5000 exemplaires en un mois de L'exil de la beauté, mais il est concurrencé par 5 ou 6 autres livres signés du même auteur. Non, mais c'est attendu, Ricciotti est attendu. Ben oui, y compris mes ennemis, c'est ça qui est intéressant, c'est très réjouissant. Surtout les ennemis. Surtout les ennemis, adorent lire mes livres pour essayer de voir où est la tâche, où est la faille, etc. Mais je trouve ça très bien. Merci à mes ennemis de me lire. C'est le jeu. Mais vous savez, attendez, ce ne sont pas des architectes qui lisent mes livres. Une partie sont des architectes, mais d'autres sont des agents de l'économie, des acteurs de l'économie. Il y a des ingénieurs, il y a des entreprises, il y a beaucoup de politiques. On le voit à travers la couverture médiatique. D'ailleurs, vous êtes invité dans des médias très généralistes, loin de la spécialité architecture, finalement. Vous avez vu quand L'exil de la beauté est sorti, ça allait de France 24, en passant par TV5 Monde, en passant par France Culture, en passant par France Inter, en passant par Europe 1, par Le Grand Soir. Enfin, ça n'arrêtait pas. J'en ai même refusé quelques-unes. Vous voyez, la prochaine, ce sera Arte. Voilà. Cette notoriété, elle vous pèse, elle vous plaît, vous l'aviez recherchée? Alors, cette notoriété, je ne l'ai pas recherchée, je ne l'ai pas voulu. Elle me colle à la peau parce que j'ai peut-être la figure d'une audace convenue, je ne sais pas, mais je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça, je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Alors évidemment, ça me coûte cher, je perds beaucoup de clients, il ne faut pas imaginer. Je perds beaucoup de clients, mais je perds les mauvais clients, pas les bons. Ah. Ça, c'est intéressant, quand il y a une preuve. Et je crois, la notoriété, vous savez, elle me touche lorsque ça touche le cœur du peuple. Alors je suis mal placé pour employer le mot peuple, étant moi-même d'extraction petite bourgeoise quand même. Vous voyez, pas... Voilà, quoi. Je viens pas de... Enfin, bien que j'habitais dans un HLM quand j'étais enfant aussi, après. Mais ce mot peuple est toujours un peu lourd à évaluer, à porter, parce qu'il est supposé être dit avec une certaine condescendance, mais je suis très touché de voir les réactions des gens qui lisent mes livres. Et j'en reçois beaucoup. Et notamment des mots qui disent « vous nous redonnez de l'espoir, vous nous redonnez de l'énergie ». Ça, c'est formidable. D'ailleurs, il est question des gilets jaunes dans l'exil de la beauté. Oui, dans l'exil de la beauté, je dis qu'à un moment donné, les gilets jaunes, d'abord, il convient immédiatement de condamner la violence des gilets jaunes. Mais en même temps, je dis qu'il faut savoir écouter. C'est quand même un message populaire, tout de même. Tu vois. Je crois qu'il faut écouter. Et je crois que les gilets jaunes racontent aussi une protestation. Et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est pas une protestation contre les politiques. Parce que moi, je marche pas dans la combine de dire les politiques, c'est tous les mêmes. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'être élu, c'est très difficile. C'est un métier très dur, avec de lourdes responsabilités. On est traqué de toutes parts. Un élu, il est traqué par son cabinet. C'est impossible à vivre, être élu. Jamais je serai élu de ma vie. Mais je crois que la colère des Gilets jaunes raconte une colère contre la bureaucratie française. Il faut bien faire attention. C'est-à-dire la bureaucratie française a pris la place
du clergé sous la Révolution française. Je pense que les Gilets jaunes veulent couper la tête à la bureaucratie française, qui est devenue, par un certain nombre de pulsions fascistoïdes, un argument extrêmement violent contre le fonctionnement démocratique. Lorsque Napoléon crée la bureaucratie, c'est pour fluidifier le fonctionnement de la démocratie. Aujourd'hui, la bureaucratie, dans toutes les disciplines de l'économie, n'a pas d'autre souhait que de paralyser le fonctionnement démocratique et donc de fabriquer du pouvoir sur la bête. Donc la bureaucratie a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. Et c'est de cela dont parlent les Gilets jaunes. Et ça n'a pas été vraiment entendu. Ces Gilets jaunes sur les ronds-points ont investi les ronds-points comme un théâtre d'expression politique. Et au moins, quand on tourne autour, on ne voit pas l'absurdité des sculptures, de la barque, du totem au milieu du rond-point. Et donc, ça fait sens. Les Gilets jaunes au milieu du rond-point, ça fait sens. On tourne autour une fois, puis deux fois. Moi, je me suis même amusé à tourner plusieurs fois autour du rond-point, comme on était au théâtre. Il y avait une centralité, un vrai message. Il faut tourner plusieurs fois pour déguster. Et donc, c'est devenu la place de la Bastille, la plateforme révolutionnaire. En quelque sorte, le rond-point est devenu le clitoris de la République. Rudy, où ailleurs qu'ici pourriez-vous vivre ? Non, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Non, je ne peux pas vivre ailleurs. Je ne peux vivre qu'entre la frontière espagnole et la frontière italienne sur une bande de 10 km de profondeur et pas au-delà. Voilà. Alors pour finir, Rudy, un traditionnel questionnaire dans Cité Radio, c'est une forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image ? Si Marseille était une image, une peinture bleu clin. Si Marseille était une chanson. Sympathie for the Devil, des Rolling Stones. Si Marseille était un film. Apocalypse Now, version longue. Une petite explication. L'idée, cette capacité qu'a Marseille de finalement esthétiser sa violence urbaine. Je ne parle pas de violence sociale, je ne suis pas cynique, mais je parle de la violence de son paysage urbain, voilà. Et pour finir, votre expression marseillaise préférée ? Monvier. Oui, et Monvier, voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Bon, écoutez, merci beaucoup Rudy. Merci. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Ça compte pour moi. Je sais, on vous répète tous un peu ça, mais c'est vraiment important pour le référencement. Et aussi, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Salut!